Vue de Russie avec Elena Volochine. Bonsoir Elena, le magazine donc un hebdomadaire qui analyse la propagande de Vladimir Poutine sur fond de guerre en Ukraine. Poutine qui a donc rencontré aujourd'hui son homologue vietnamien, le président Tholam, en visite à Hanoï. Il a appelé à la création d'une architecture de sécurité dans la région Asie-Pacifique. Avant-hier, il était en visite à Pyongyang. Il a signé d'ailleurs un accord de partenariat militaire et stratégique avec Kim Jong-un, un accord historique selon les médias russes. Et nord-coréen. Alors que Kim Jong-un était venu en Russie en septembre dernier, la dernière visite de Vladimir Poutine en Corée du Nord, elle remonte à l'année de son accession au pouvoir, c'est-à-dire en 2000. Poutine était alors reçu, vous allez voir sur ces images d'archives, par le père de Kim Jong-un, Kim Jong-il. Kim Jong-un avait alors 16 ans à l'époque, il en a 40 aujourd'hui, et il n'a pas démérité pour ce qui est de l'accueil réservé au président russe. Regardez comment donc cette visite a été couverte par les chaînes de télévision russe et nord-coréenne. Le cher et très vénérable camarade Kim Jong-un a chaleureusement accueilli Vladimir Poutine. Il est 3 heures du matin, mais absolument toutes les fenêtres de Pyongyang sont allumées. Les habitants ont reçu cette directive de la part des autorités. Je ne connais aucun autre pays comme celui-ci où l'on respire avec autant de liberté. Vous reconnaissez cette chanson? C'est celle qui résonne en ce moment ici, sur la place Kim Il-sung. Dès que le président se rapproche de la tribune, la place se fend d'applaudissements. Des fleurs, des drapeaux, des rubans de toutes les couleurs, des ballons de toutes les tailles. Les Coréens en liesse saluent Poutine. Poutine est même accueilli par les écoliers de maternelle. Les petites filles portent des robes et les petits garçons des chemises blanches immaculées. Au-delà des mesures de cet accueil, le nouvel accord de coopération militaire a été signé et il inquiète les Occidentaux. Oui, par ce document, chaque pays s'engage à intervenir militairement si l'autre est attaqué. Un accord sans précédent alors que les deux pays sont sous sanctions internationales et d'ailleurs notamment pour les livraisons d'armes. Alors Poutine et Kim ont d'une seule voix évidemment dénoncé ces sanctions. Ils ont promis donc une architecture de sécurité nouvelle face à ce qu'ils qualifient d'hégémonie américaine. Regardez comment la télévision russe a commenté cette signature. Le document prévoit une aide militaire directe en cas d'agression envers l'un des signataires. Étant donné que les frappes avec des armes américaines contre notre territoire constituent un acte d'agression directe, l'OTAN devrait y réfléchir à 2 fois. L'arsenal de la Corée du Nord compte pas moins de 21 000 systèmes d'artillerie. Pour Pyongyang, c'est important de pouvoir atteindre Séoul. Sa principale force de frappe, les missiles balistiques et l'artillerie. Sa réserve de mobilisation, 6 200 000 soldats. C'est le système de sécurité eurasiatique proclamé par Poutine qui se matérialise. Et cela alors que les États-Unis et la Corée du Sud accusent la Corée du Nord d'avoir déjà livré quelques 10 000 containers de munitions à la Russie pour alimenter la guerre contre l'Ukraine. Poutine rassemble ses alliés. Oui, ceux de l'époque de la guerre froide. Salve de canon à Pyongyang pour saluer sa visite. Salve de canon aussi à Cuba pour accueillir cette fois les navires de guerre russes. C'était la semaine dernière. Plusieurs frégates, vous le voyez sur ces images de la télévision russe, plusieurs frégates et sous-marins russes sont entrés dans le port de la Havane après des exercices au large des côtes américaines où ils feignaient d'abattre des navires de guerre américains. Regardez cet autre reportage de la télévision russe. Il a été diffusé dimanche dernier, toujours sur la chaîne étatique Rossiya 1. Depuis les murs de la forteresse, une batterie de canons tire en l'honneur des marins russes. Lentement, le navire amiral de la flotte de l'Union soviétique, la frégate Gorchkov, l'un des navires de guerre russes les plus modernes, entre dans le port de la Havane. C'est une fête pour nous. C'est l'occasion d'une grande joie. Pour nous, c'est une chance de voir en vrai ce que nous avions seulement vu dans les livres et les manuels d'histoire. Remarquez le trajet de ces navires. C'est comme s'ils faisaient exprès de passer au plus près des côtes américaines, à 50 km seulement des rivages de la Floride. Quelle est la stratégie de Vladimir Poutine ?
Eh bien, de s'assurer le soutien de ses alliés historiques et d'en rallier des nouveaux, notamment au sein des BRICS, ce club des pays émergents qui initialement rassemble le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud. Il s'est élargi cette année à 6 nouveaux membres. 20 autres pays sont nouvellement candidats, dont la Turquie, membre de l'OTAN, ce dont Moscou se réjouit, et la Russie poursuit son opération séduction pour toujours s'allier davantage de pays. En ce moment, dans la République russe du Tatarstan, se déroule une compétition sportive internationale. Ça s'appelle les Jeux des BRICS. C'est un avant-goût de ce monde nouveau souhaité par la Russie à travers le sport, alors que la Russie, on s'en souvient, est bannie des grandes compétitions sportives internationales et notamment des Jeux olympiques qui se tiendront à Paris le mois prochain. Alors, elle a invité ses pays amis à domicile et regardez toujours comment l'émission la plus regardée de la télévision russe a couvert cet événement. C'est la première compétition de ce type. Pour certains, cela peut paraître naïf, mais les premiers Jeux olympiques au début du siècle dernier, personne ne les prenait vraiment au sérieux non plus. De nombreux sportifs ne savaient pas qu'en Russie ce n'est pas dangereux, qu'on ne tire pas dans les rues et qu'il fait 35 degrés au début du mois de juin. Ils ont été agréablement surpris. La Russie est un pays merveilleux. Personne ne tire, les gens sont bienveillants et tout est calme. Pas du tout comme on nous le montre sur les écrans. Et pendant ce temps-là, Volodymyr Zelensky a rassemblé en Suisse 57 chefs d'État et de gouvernement pour un sommet sur la paix qui a fait pchit selon la propagande russe. Oui, c'était le week-end dernier, un défilé impressionnant de délégués de haut rang sur les rives du lac des 4 cantons en Suisse, mais seulement 3 points ont été adoptés, 3 points d'accord dans la déclaration finale, dont la sécurisation des sites nucléaires, la sécurité alimentaire, le retour de tous les prisonniers de guerre et otages civils détenus par la Russie, dont les dizaines de milliers d'enfants déportés. L'Ukraine réclamait davantage de soutien. La Russie n'était pas à la table des négociations. Regardez comment ont réagi les médias étatiques russes. Cette conférence n'avait aucun sens sans la Russie. Et elle a fait pchit. Zelensky avait l'air ridicule à se frotter aux caméras dans son accoutrement bizarre. C'est un imposteur, à la date de péremption dépassée. La montagne a accouché d'une souris. Les pays de l'Asie et du Sud global ne brûlaient pas d'envie de signer la soi-disant formule de la paix de Zelensky. Résultat, 7 de ses points les plus foireux ont été rayés. Et il ne reste que la sécurité alimentaire et nucléaire et l'échange de prisonniers. Et à la veille de ce sommet, Poutine proposait son propre plan de paix. Il promettait même de mettre fin à la guerre en Ukraine. Oui, c'était au cours d'une réunion à son ministère des Affaires étrangères. Il a présenté son projet pour un continent qu'il qualifie d'Eurasie. Ses conditions pour le retour de la paix en Ukraine et la préservation même de la paix mondiale, c'est que l'armée ukrainienne se retire des 4 régions que la Russie a déclarées comme annexées en septembre 2022, alors qu'elle ne les a même pas encore occupées militairement dans leur intégralité. Deuxième exigence, que l'Ukraine renonce à intégrer l'OTAN. Un plan de paix sous forme d'ultimatum. Regardez comment le présente le porte-voix de Vladimir Poutine. C'est la vedette de télévision Dmitry Kisselov. Il est aux manettes de l'émission la plus regardée donc de la télévision russe, mais il est aussi à la tête de la principale agence de presse du pays. Regardez. Poutine propose la paix au monde entier selon des principes nouveaux. Dès que Kiev annoncera qu'elle accepte cette solution et démarrera le retrait réel de ses troupes de ces régions, et dès qu'elle nous informera officiellement de sa renonciation à intégrer l'OTAN, alors de notre côté, nous ordonnerons un cessez-le-feu immédiat et le début des pourparlers. La proposition russe est toute fraîche, mais elle a une date de péremption. Et elle ne devrait pas être ignorée, parce qu'aussi dure qu'elle puisse paraître, ce n'est rien en comparaison de ce qui pourrait suivre. Et voilà pour la position de la propagande officielle russe. Elena, comment les médias russes indépendants réagissent-ils ? Oui, parce qu'il ne faut pas les oublier, les voix opposantes. Les médias en exil, il faut le préciser, puisque depuis mars 2022 et l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, tous les journalistes indépendants ont été forcés de partir ou de cesser leurs activités à cause des lois de censure totale qui ont été votées sous peine de finir en prison. L'éditorialiste international, vous la voyez à l'image de la web télévision indépendante Rain TV, Doge TV, qui a été forcée de quitter le pays et qui émet désormais depuis les Pays-Bas. Elle s'appelle Yekaterina Kotrikadze. Elle estime qu'il s'agit là d'un plan inacceptable, tout simplement d'une capitulation de l'Ukraine. Écoutez son commentaire.
Pourquoi ces propositions? Peut-être pour dire aux partenaires commerciaux neutres, ou plutôt faibles de Moscou, je suis prêt au dialogue, à un cessez-le-feu. Oui, ce sont mes conditions, mais en échange, l'Ukraine aura un semblant de paix. Quoi? Vous n'aimez pas ma solution? Alors c'est de votre faute si la guerre continue. Vous ratez votre chance. On ne le proposera pas une deuxième fois. Réaction unanime aussi du côté des Occidentaux, de l'OTAN et de l'Ukraine. Volodymyr Zelensky a même comparé les exigences de Vladimir Poutine à celles d'Adolf Hitler lorsque, dans les années 30, il réclamait la région tchécoslovaque des Sudètes en disant vouloir protéger la minorité germanophone locale. Les exigences de Vladimir Poutine semblent donc irrecevables à ce stade, tout comme d'ailleurs elles l'étaient lorsqu'elles avaient été émises envers l'OTAN et Washington à la veille de son offensive contre l'Ukraine. L'heure semble donc toujours à l'escalade pour le moment. Merci Elena Voloshin pour Vue de Russie. À jeudi prochain.